De nos jours, l'entrepreneuriat est devenu la profession favorite des uns et des autres dans la mesure où chacun aspire à une certaine indépendance financière. Mais dans la mise en place de cette activité génératrice de revenus, l'on est souvent confronté à de nombreux obstacles. Pour amoindrir le choc de ces innombrables coûts, quels sont les facteurs clés de la réussite d'une entreprise? Valeureux téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à tous dans la plus disjonctée des talk shows en Guinée. On se retrouve juste après le jingle. Une fois encore, rebonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans Entre elles, votre émission de talk show, de débat, de fou rire, d'enjaillement. Mais quand on dit enjaillement, c'est enjaillement dans le bon sens, enjaillement avec les arguments, enjaillement avec des débats positifs concernant la société. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée par ma team fofolle, la team Chic Choc. Matou, comment vas-tu? Bonsoir Ndeye, bonsoir à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ok, t'es toute chinoise ce soir. Merci. Maradi, comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu et j'espère de même chez vous. La Sosoguine est à l'Onagere. Oui, merci beaucoup pour ce briquet. Parce que quand je passe ici, la Sosoguine est à l'Onagere. Par là. C'est parce que tu sais, moi je suis avec Bobo. Merci avec Coco. Soso Bobo. Merci. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par l'unique coach de cette émission, c'est bien sûr le coach Light. Coach, comment vas-tu? Ça va très bien chez vous. C'est toujours un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. Hein? Plaisir partagé. Et puis, il faut signaler que le coach, il est sapé. Hein? Trop. Comme jamais. Il est trop bien sapé aujourd'hui. Il se néglige même. Mais bien sûr, parce que la thématique de ce soir va avec l'habillement de notre coach. Voilà. Je l'ai dit dans mon intro tout à l'heure, notre thématique de ce soir, c'est quels sont les facteurs clés de la réussite d'une entreprise. Vu que nous voulons tous être des entrepreneurs, nous voulons tous être des entrepreneurs, mais il ne s'agit pas d'être entrepreneur, il s'agit de mener à bien son entreprise. Alors, le coach va nous expliquer ce soir, est-ce que tout le monde est fait pour être entrepreneur ou pas? Alors, d'entrée en matière, Matou, selon toi, c'est quoi une entreprise réussie? Bon, je dirais qu'une entreprise réussie, c'est une entreprise déjà qui a atteint ses objectifs, qui s'est déjà fixé des objectifs et puis qui l'atteint, et après qui a en fait une très bonne stratégie de communication, stratégie de la démarche de son entreprise, et surtout qui protège aussi son image. Voilà, la gestion des employés, surtout la bonne vente de ses produits. Si réellement, voilà, si réellement l'entreprise est basée sur les produits ou bien des services, en tout cas, une entreprise qui gère très bien ses services et qui vend très bien aussi ses produits, je pense que c'est une entreprise réussie. Maradi? D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que être entrepreneur n'est pas chose facile. Donc, pour ça, on a assez d'obstacles, on rencontre des difficultés qui nous freinent beaucoup. Donc, pour ça, il faut être très bien entouré, se conseiller soi-même, avoir de bonnes personnes autour de nous à qui on va demander assez de conseils, parce que se lancer pour faire une chose pour la première fois, c'est pas du tout facile. Donc, il faut aller vers des personnes de qualité qui ont de l'expérience pour te donner, des personnes de ressources pour pouvoir très bien t'expliquer comment est-ce qu'il faut se lancer pour pouvoir très bien réussir dans ton entrepreneuriat. D'accord. Moi, je pense que Matou, je te rejoins, une entreprise réussie, c'est cette entreprise qui a atteint ses objectifs. Parce que l'objectif est très important pour une entreprise. Une entreprise qui n'a pas d'objectif, moi je me dis, c'est pas une entreprise, quoi. Peut-être que c'est un jeu. Genre, au fait, c'est comme si c'était les vendeuses d'Avaria. Ne vous sentez pas touché, hein. C'est juste un exemple. Je dis ça. Parce que là, il n'y a pas d'objectif. Je dis ça et je dis rien. Je prends l'exemple de ces vendeuses. En fait, ce sont des femmes qui veulent juste vendre pour vendre. Mais elles n'ont pas d'objectif à moyen terme, à long terme et aussi à court terme. Elles vendent juste pour vendre et avoir... les revenus aussi peuvent varier d'un point A pour un point B. Là, je suis d'accord là-dessus. Il faudrait que cette entreprise atteigne ses objectifs. On sait que dans l'atteinte des objectifs aussi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Nous avons assez de facteurs qui rentrent en compte. Et je pense que le coach va nous détailler
ces facteurs qui rentrent en compte. Coach, selon vous, quels sont les facteurs qui rentrent en compte dans la réussite d'une entreprise? Est-ce qu'il y a une potion magique que les entrepreneurs qui nous suivent ou que ces futurs entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat doivent avoir en leur possession? D'accord, merci. Je pense que vous avez déjà très bien introduit. Hein. Une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui atteint ses objectifs. Ça suppose qu'à la base, on a eu à fixer des objectifs d'atteinte de positionnement, d'atteinte de notoriété de marque, d'atteinte, par exemple, de chiffre d'affaires, ainsi de suite, d'atteinte de couverture géographique. On veut quitter Conakry, on veut aller peut-être à l'intérieur du pays, mais on veut sortir du pays. Donc, tout ça, c'est des objectifs qui sont fixés avant. Et une entreprise qui n'arrive pas à fixer ses objectifs ne peut pas mesurer l'atteinte de ses objectifs. Donc, quand on atteint ses objectifs, on peut dire qu'on a réussi. Donc, la réussite est différente du succès. Avoir du succès, ça peut ressembler à quelque chose d'accidentel. Et c'est éphémère, hein? Oui. C'est limité dans le temps et ça peut être accidentel. Donc, on peut avoir du succès, par exemple, sur l'atteinte de mon chiffre d'affaires. On peut avoir le succès, par exemple, sur la notoriété. Ou par rapport à un produit. Par rapport à la vente, une très belle vente d'un produit. C'est spécifique. Mais la réussite, c'est global. Donc, en général, quand on fixe des objectifs, quand on atteint tous ces objectifs de manière générale, on peut dire que cette année, on a quand même réussi. Donc, c'est ça, en fait, la réussite d'une entreprise. Ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que l'entreprise ne vit pas en autarcie. Donc, l'entreprise vit sur un environnement. Donc, il y a des facteurs qui sont des facteurs exogènes à la réussite d'une entreprise. Il y a des facteurs qui sont des facteurs endogènes. Donc, les facteurs endogènes, c'est les facteurs sur lesquels le chef d'entreprise, qu'il soit start-upper ou bien jeune PDG, ainsi de suite, sur lesquels il peut agir pour avoir du résultat. Ça, ce sont les facteurs endogènes. Mais il y a des facteurs exogènes qui ne dépendent pas du chef d'entreprise, mais qu'il ne faudrait pas oublier pour la bonne marche de son entreprise. OK. Ces facteurs endogènes, est-ce qu'il y a, dans ça, on peut retrouver l'étude du marché? Ou bien l'étude du marché ne fait pas partie de ces facteurs endogènes? Si, ça, c'est endogène. OK. Parce que ça, vous êtes amené à pouvoir faire une très bonne étude de marché avant de commencer votre entreprise. L'étude de marché peut se faire en début, peut se faire pendant, ainsi de suite. Donc ça, c'est des facteurs endogènes. Ça, c'est de la responsabilité du chef d'entreprise que vous êtes. Mais les facteurs exogènes, en réalité, ne dépendent pas de vous. On peut prendre, par exemple, l'environnement politique. Ouais. L'environnement politique ne dépend pas de vous. L'instabilité. Quand on parle d'environnement politique, on parle d'instabilité. Lorsqu'on est dans un environnement politique instable, vous pouvez avoir un bon plan d'affaires, vous pouvez avoir de très bons commerciaux, vous pouvez avoir de très belles idées. Ouais, mais voilà, l'environnement, on sera confronté à des difficultés. On peut parler de l'environnement économique. L'environnement économique, si on est dans une récession économique, vous voyez que c'est très difficile. En tant que chef d'entreprise, lorsque je suis dans une récession économique de manière générale, je dois limiter les investissements et pouvoir gérer ce qui est déjà fait, pour pouvoir passer le cap de la récession économique. On peut être dans un boom économique qui va nous encourager à pouvoir investir en masse. Vous voyez. Donc, il y a aussi l'environnement, il y a aussi les facteurs environnementaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de pluie. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup de pays où il y a des inondations et autres. Voilà, il y a des entreprises qui sont totalement inondées, qui ont tout perdu, ainsi de suite. Les facteurs naturels. Voilà, ça ne dépend pas du chef d'entreprise que vous êtes. Ainsi de suite. On peut aussi parler de la législation de manière générale. Aujourd'hui, comme vous le savez, les lois ont un impact sur le développement d'une entreprise. Bien sûr. Je peux être dans un secteur d'activité où je prends un exemple, je vends peut-être des arachides. Et aujourd'hui, l'État décide alors de pouvoir voter une loi qui a pour objectif de créer une entreprise étatique qui doit être la seule à vendre des arachides. Mais moi, mon entreprise ne pourra plus connaître du succès. Elle va complètement mourir. Donc, c'est vrai que c'est des facteurs exogènes. C'est des facteurs sur lesquels on n'a pas la même mise, mais c'est les facteurs qui sont très importants. Un chef d'entreprise doit avoir l'œil sur ces facteurs. Il doit en tenir compte. Il doit en tenir compte dans son développement. Ça dépend de la vie de l'entreprise. Effectivement. Okay, voilà. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est exogène, en fait. Et on a tendance aussi à voir en Guinée que, en fait, parce que là, moi, je veux vraiment me baser sur l'implantation de l'environnement, en fait, de ce que vous avez parlé tout à l'heure. Voilà, de l'entreprise. Parce que là, même si vous faites parfois des études du marché, vous avez des plans de communication, mais il faut aussi tenir compte du lieu, de l'environnement.
voilà, savoir où La localité. voilà, la localité en fait. Donc, je voulais savoir, parce qu'en Guinée, on a tendance à voir souvent quand on prend un quartier ou bien une commune, parce que nous connaissons quand même tous une commune ici qui est vraiment populaire dans la vente, dans Bien le sûr. commerce. Donc ça, c'est vers les Ratoma et puis en tout cas vers la Corniche là-bas. Donc on se demande en fait, est-ce que avoir une entreprise dans une commune comme Ratoma peut faire grimper tes chiffres d'affaires? Parce que Voilà, est-ce que c'est vraiment lié, l'environnement et le chiffre d'affaires? Parce que c'est possible qu'on soit vraiment bien implanté et là, on n'a pas de bénéfice. Soit peuplée. Effectivement. Ok, est-ce que ça impacte? Voilà, est-ce que ça impacte en fait? Est-ce que c'est vraiment lié avec le chiffre d'affaires? Bien sûr, il faut dire que l'endroit où on décide d'ouvrir son entreprise dépend de l'étude qu'on a fait. En général, il faut que le besoin soit situé dans l'environnement dans lequel vous décidez de pouvoir vous installer. Voilà. Imaginez par exemple une structure qui décide de vendre de la viande porcine, peut-être au niveau d'un pays musulman, par exemple. Ça ne pourra pas marcher. Or, son produit est peut-être bon, qui peut marcher ailleurs. Donc, c'est des facteurs qui sont très importants. Quand vous faites une étude de marché à la base, vous allez regarder le public cible. Donc, est-ce que mon public cible se trouve dans l'environnement dans lequel je veux m'installer? Est-ce que c'est un comportement d'achat qu'ils ont? Est-ce que le produit va avec ce qu'ils ont l'habitude d'acheter? Ainsi de suite. Le besoin surtout. Le besoin. Est-ce que le besoin s'y trouve? Voilà. Il y a aussi quelque chose qu'il faut ajouter, c'est que l'environnement dans lequel vous vous placez a aussi une influence sur votre produit. Vendre un très bon produit quelque part sur les routes tue mon produit. Alors, mon produit peut être bon à l'origine, mais l'environnement dans lequel j'ai décidé, le canal que j'ai décidé de choisir pour que les populations puissent avoir ce produit peut casser l'image de marque, par exemple, de mon produit. Donc aujourd'hui, comme vous avez dit de manière générale, Ratoma est une zone où on dit, bon, c'est une zone qui ne fait pas forcément trop luxe, mais ça fait une zone dans laquelle tout le monde se retrouve. Ouais. Voilà. Donc, il faut dire que l'étude, avant de pouvoir s'installer, est vraiment très importante. Elle prend en compte le produit, elle prend en compte le besoin, elle prend en compte l'environnement, ainsi de suite. Moi, je pense qu'on va beaucoup plus s'accentuer sur ce côté besoin, parce que ça ne sert à rien d'implanter une entreprise où le besoin n'est pas demandé, quoi. On ne demande pas le produit que toi, tu fabriques. Donc, c'est que cette entreprise sera appelée à mourir, à disparaître, quoi qu'on fasse. Et est-ce que aussi, coach, pour des entreprises qui sont implantées, disons, à l'intérieur du pays, qui sont loin de la capitale, mais est-ce que ces entreprises ont une forte chance de réussir? OK. C'est pas... Vu qu'on a l'impression que c'est dans la capitale où vraiment le pouvoir d'achat il est élevé. Et pour une entreprise qui vend des produits super, peut-être pas super chers, mais bon, qui vend des produits de bonne qualité, mais qui se trouvent implantés à l'intérieur du pays. Comment cette situation se passe? Probablement une entreprise qui peut être située à l'intérieur et puis faire du bon chiffre d'affaires. Parce que le besoin est à l'intérieur du pays. Okay. Donc, il est dans un environnement dans lequel on consomme. Je peux avoir un produit qui ne se vend pas très bien à Conakry, mais qui peut se vendre très bien à l'intérieur du pays à cause du besoin des populations qui sont là-bas. Deuxièmement, qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que le pouvoir d'achat est un élément très important, mais la marge bénéficiaire qui se dégage sur la vente d'un produit est totalement différente. Moi, je peux être à Conakry, je peux vendre des produits. Les gens, le pouvoir d'achat, ils peuvent acheter. Mais comme ça, à Conakry, je peux être à des coûts peut-être trop bas. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, par exemple. On est obligé de pouvoir diminuer, par exemple, les coûts. Par contre, ce même produit peut être vendu à l'intérieur où j'ai le monopole, où je peux avoir plus de marge que celui qui est à Conakry. Donc, je peux être à l'intérieur du pays et puis me faire plus d'argent que quelqu'un qui est à Conakry. Donc, tout dépend de l'environnement, tout dépend du business model associé à la vente de ton produit et puis après aux besoins exprimés dans l'environnement dans lequel je suis. D'accord, coach. Alors, si tu me permets, Ndeye. Alors, coach, vu que la majeure partie des Guinéens sont devenus des entrepreneurs, que tu sois grande personne, petite personne, ils entreprennent. Maintenant, comment est-ce que cela s'explique? Par exemple, moi, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et je ne m'y connais pas. Étant donné que j'ai trouvé toutes ces deux-là dans l'entrepreneuriat, maintenant, comment est-ce que cela va se passer? Tandis que je l'aurais trouvé là-dedans sans pour autant aller vers elles pour les expliquer. Est-ce vers aller pour gâcher tout ce qu'elles ont commencé à faire ou bien c'est pour m'enrichir directement? Ça, je veux dire que c'est une mauvaise approche. Normalement, quand on décide d'être entrepreneur, il faut connaître le milieu dans lequel on veut investir.
Donc, il y a plusieurs manières d'apprendre. Soit j'apprends par des personnes qui sont déjà dans le domaine, soit j'apprends sur Internet, soit j'apprends dans des livres. Voilà, soit je me colle à des personnes qui vont me guider, qui sont des coachs, ainsi de suite, des spécialistes, ainsi de suite. Mais il faut déjà connaître l'environnement dans lequel je veux rentrer. Donc, je ne deviens pas entrepreneur peut-être dans la vente de chaussures parce que madame vend des chaussures, mais je deviens entrepreneur dans la vente des chaussures parce que peut-être que j'ai trouvé un bon filon, peut-être que je connais le besoin, je connais la qualité des chaussures, ainsi de suite. Voilà, donc je veux dire que quand on rentre dans l'entrepreneuriat, on décide d'être entrepreneur, c'est une très bonne chose. Parce qu'on décide d'apporter alors de l'emploi aux autres personnes et soi-même se faire de l'argent. Mais il faut pouvoir bien étudier l'environnement dans lequel on va investir pour ne pas qu'il y ait beaucoup de casse. Nous savons déjà qu'en Guinée, il y a plusieurs commerçants qui ne respectent pas les règles de l'entrepreneuriat, mais quand même qui arrivent à faire des bons chiffres d'affaires. Donc, on se demande réellement, est-ce que pour évoluer dans l'entrepreneuriat, il faut forcément respecter les règles? Au fait, vous savez, souvent, on a l'impression qu'ils ne connaissent pas ces règles. Ouais. Sinon, ils les connaissent. Parce qu'ils ne sont pas instruits de manière générale. Oui. Ouais. On dirait que nous, on a appris ça à l'école. Donc, quand tu n'es pas instruit, on se dit que tu ne connais pas. Non, ils ont hérité. Ils ont hérité de quelque chose qui a été donné, qui a été transmis par des personnes qui ont eu l'habitude à le faire. Donc, ils ont des petits secrets qui sont comme ce que vous faites en tant que vous, stratège. Donc, on ne réussit pas dans un domaine quand on ne le connaît pas. Donc, ces personnes-là, ils connaissent le besoin des populations. Ils ont le filon d'approvisionnement. Ils connaissent qu'est-ce que vous êtes prêt à payer. Ils ont déjà le business model, ils ont l'expérience. Ils ont déjà un réseau de distribution. Donc, ils sont en train de faire ce que vous êtes en train de faire, vous qui êtes marketeur ou bien communicant, mais sans utiliser les mêmes termes que vous, sans utiliser les mêmes stratégies, mais je vous assure qu'ils les font. Parlons de marchandises. Parce que là, aujourd'hui aussi, on a tendance à voir plusieurs commerçants, mais qui vendent la même chose. Donc, on se demande, est-ce qu'en fait, en vendant la même chose, en ne pas se lancer dans la création, dans plusieurs inspirations, ça ne tue pas en fait l'entrepreneuriat de ce pays? D'accord. Déjà, c'est vrai que beaucoup de personnes copient. Donc, après, on se retrouve sur le marché avec les mêmes produits de manière générale. Mais c'est sur ça que la vente, la manière de vendre change les choses. Les mêmes produits, deux personnes peuvent les vendre à des prix différents. Pourtant, c'est les mêmes produits de base. Donc, comment je fais pour vendre mes produits? Est-ce que je suis sur la bonne cible? Moi, je peux vous vendre des chaussures que vous achetez peut-être à 200 000 francs, je peux les vendre à 400 000 francs ailleurs, parce que je suis sur le bon créneau des personnes qui sont habituées à acheter ces chaussures peut-être à 400 000. Donc, vous voyez, on ne s'adresse pas à la même cible déjà. Je peux décider de prendre des canaux de communication qui sont différents des vôtres. Dès que je sois à la télé, j'ai une certaine autorité. Donc, je peux décider alors, sur le segment de chaussures en Guinée, ici, de me positionner comme celui qui vend les meilleures paires de chaussures. Donc, j'ai un positionnement déjà. Ça fait qu'il y a d'autres personnes qui viennent vers moi. Ainsi de suite. Donc, je veux dire que le plus difficile, le plus compliqué, ce n'est pas forcément vendre les mêmes choses. Mais c'est la stratégie que vous adoptez pour le marketing. Voilà, de et pouvoir... surtout savoir adapter son produit à sa cible. C'est ça. Parce que quand tu as une cible qui débourse des millions pour une chaussure, mais ma chère, tu vas renchérir le prix de tes chaussures. Et quand tu sais que tu as une cible qui ne peut débourser que 1000 francs pour une chaussure, ben, tu adaptes ton produit à l'argent qu'il a. C'est un peu ça. Et puis, pour revenir à la question précédente, c'est pour dire que il ne faudrait pas juger les gens à cause de leur analphabétisme pour leur dire qu'ils ne connaissent pas les stratégies de vente. Nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui dans les marchés de Madina qui ne connaissent même pas aligner A et B pour donner. C'est pourquoi j'ai posé la question. Mais qui vendent des produits qui ont des chiffres d'affaires que tu ne peux pas imaginer. C'est parce que ces personnes connaissent les rouages du marché, ces personnes connaissent le réseau, comme l'a dit coach, ces personnes connaissent notre besoin. Les bonnes méthodes. Ils savent, voilà, les bonnes méthodes, les bonnes approches surtout. Comment est-ce qu'il faut approcher cette personne pour pouvoir vendre ma marchandise, pour pouvoir bien écouler ma marchandise afin de me faire le maximum de produits. Donc l'analphabétisme et l'entrepreneuriat, c'est pas parce que tu ne connais rien, tu n'as pas étudié que tu ne peux pas devenir entrepreneur. Non, ça, je suis désolée. Étudier ou pas, analphabète ou instruit, on peut tous être des entrepreneurs. Il faut juste connaître les rouages du marché. Il faut juste avoir un objectif. Il faut connaître sa cible surtout. Il faut connaître le besoin de la population. Car quand tu produis... quand tu mets un produit sur le marché dont la cible n'a pas besoin, mais tu te fatigues toi-même. Et finalement, ton entreprise sera appelée à disparaître. Alors, coach, pour revenir à la question suivante, tu disais tout à l'heure les facteurs qui entrent en compte dans la réussite d'une entreprise. Alors, coach, quels sont les facteurs sans lesquels une entreprise ne peut pas réussir? On a besoin de ça ce soir. On dira alors que c'est ceux-là qu'on appelle les facteurs endogènes. Donc, c'est les facteurs qui doivent être appliqués
par le chef d'entreprise. Je pense que c'est des éléments qu'on a déjà touchés, on va essayer de les résumer. On va les détailler un peu plus. Voilà. Le premier élément pour nous, c'est ce qu'on appelle vision-projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Le projet, c'est synonyme au besoin. Donc, avant d'ouvrir une entreprise, avant de vouloir faire quelque chose de manière spécifique, j'ai eu à faire une étude de marché qui m'a permis de déterminer le besoin de la population, de déterminer ceux qui sont prêts à payer, ainsi de suite. C'est sur ça que je base mon projet de base. Donc, déjà, c'est l'identification du besoin, qui est vraiment très important. Parce que quand on ouvre une entreprise, c'est pour vendre. On s'adresse aux populations. Si tu ne réponds pas à un besoin, ton entreprise va mourir. Ouais. Et ça, c'est lié aussi à la vision. J'ai un très bon projet, j'ai déterminé le besoin, mais il faut que j'ai une vision claire. Ouais. Une vision claire. Aujourd'hui, les grands managers, c'est des personnes qui ont pu transmettre leur vision aux personnes avec qui ils travaillent. Ce qui fait que les collaborateurs travaillent 2 fois plus qu'eux. Ouais. Un bon manager, en général, il n'est pas beaucoup opérationnel. Il est beaucoup stratégique. Parce qu'il a pu communiquer sa vision aux collaborateurs. Donc, les collaborateurs font le travail que lui devait faire. Donc, ça, c'est le premier élément qui est un élément très important, vision et projet. Donc, projet sur l'identification du besoin et vision sur la capacité de pouvoir transmettre véritablement ce qui est la valeur intrinsèque de l'entreprise aux personnes avec lesquelles on travaille. Donc, ça, c'est le premier élément qui est vraiment important et essentiel pour la réussite d'une entreprise. Ces personnes qui sont à Madina, je vous assure qu'ils arrivent à le faire. Ils le font avec leurs enfants, ils le font avec leur environnement, ils connaissent le milieu, ils connaissent le besoin, et puis ils le transmettent de génération en génération. Voilà, donc quand je prends les rênes de mon père qui était à Madina, je sais que je le fais pour la famille. Je sais que voilà pourquoi papa a eu à rentrer dans tel domaine. Voilà ce qu'il veut atteindre comme objectif. Donc ça m'est transmis. Je dors, je me réveille avec ça. C'est ce qui me permet de pouvoir travailler 2 fois plus pour atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est vraiment la stratégie. Vous savez qu'aujourd'hui, de manière générale, on ne prend pas le temps de parler de stratégie, mais tous les jours, dans tout ce qu'on fait, on fait de la stratégie. Dans le domaine dans lequel nous sommes, dans le domaine des affaires, on peut définir, on peut subdiviser la stratégie en 3 éléments. Le premier élément, c'est la stratégie business. C'est quoi la stratégie business? La stratégie business, c'est la stratégie qu'on met en œuvre pour des entreprises qui vendent le même produit sur le même segment du marché. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, madame vend des... Donnez-moi un exemple de produit. De la lingerie? De la lingerie, par exemple. C'est en prêt. Donc, madame vend de la lingerie. Elle le vend peut-être à Kindia. Donc, elle s'adresse à la population de Kindia et elle vend de la lingerie. Donc, si le même secteur de lingerie est à Kindia, elle est en concurrence avec d'autres entrepreneurs qui font la même chose. Donc, l'objectif pour elle, c'est de pouvoir cerner tous les éléments pour avoir un avantage concurrentiel. Le monopole. Pour avoir un avantage concurrentiel. Non, pas forcément le monopole. Le monopole est différent. Le monopole, ça veut dire que vous êtes pratiquement la seule à le faire. Oh, d'accord. Voilà. Mais l'avantage concurrentiel, comment dépasser... Peut-être être leader alors. Leader, c'est ça. Comment dépasser les personnes qui sont sur le même segment et qui vendent le même produit que moi. Ça, c'est la stratégie business. Les gens en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, Fatim vend lingerie. Demain, maman, toi aussi va acheter lingerie. Qu'ils appellent le coach. On va les conseiller. C'est comme aujourd'hui, c'est pas pour te couper la parole. C'est comme quand je prends aujourd'hui le marché de la vente des perruques. C'est pas pour indexer ta perruque, mais c'est ça. Le marché de la vente des perruques. Vous avez... Peut-être quand on prend aujourd'hui les 100% de la population jeune de la Guinée, 80% sont dans cette vente coach. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Parce que tout ce que tu dis là, c'est vrai que c'est bien beau, mais je pense que c'est valable pour les grandes entreprises. Mais pour des débutants comme nous, on va tous être entrepreneurs ici. Voilà, pour des débutantes ou des débutants comme nous, qu'est-ce qu'il faut faire, coach? Quelles sont les stratégies, les rouages? On a besoin de ça. Parce que beaucoup sont en train de suivre cette émission, mais ils ont besoin de ces secrets pour pouvoir être leader dans la vente, peut-être de perruques, de chaussures. Elles sont nombreuses aussi sur les réseaux sociaux, en train de vendre les mêmes produits, même si des fois, d'autres arrivent à se démarquer côté prix, tout en cassant catégoriquement. Des fois, quand tu casses aussi catégoriquement, ça peut jouer sur l'autre. Il se peut que vous n'avez pas les mêmes fournisseurs, vous n'avez pas les mêmes qualités. Mais le fait que les réseaux sociaux miroitent et rendent jolis les produits aujourd'hui,
toi, moi, consommatrice X qui suis là, j'ai l'impression que ce sont les mêmes produits. Pourtant, ce n'est pas les mêmes produits. Et là, celle qui vend moins cher, je me dirige vers celle-ci, peut-être avec une qualité Très mauvaise qualité. plus ou moins que pour celle qui vend cher, mais qui a une très bonne qualité. Alors, coach, comment vraiment se débarrasser ou se démarquer dans ce genre de situation? D'abord, ce que j'aimerais ajouter, c'est que ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas pour les grandes entreprises. C'est pour tout le monde. Ah, moi, j'avais l'impression. Hein. C'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné. Oui, mais il faut d'abord qu'on le définisse parce que y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Il y a des personnes qui sont spécialistes dans le domaine. Il y a des personnes qui ne sont pas spécialistes, mais qui ont besoin de petits secrets. Voilà. Donc, nous sommes là pour tout le monde. Il faut d'abord définir le concept pour qu'on puisse se comprendre. Ce n'est pas lié aux grosses entreprises. Non, pas du tout. C'est très pratique. On va prendre un exemple. Aujourd'hui, vous avez parlé de beaucoup d'éléments. Vous avez dit d'abord, on vend les chaussures. On les vend pratiquement au même prix. Or, il y a beaucoup de chaussures. Premier élément, si vous diminuez trop le prix, ça tue l'image de votre produit. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est du toc. C'est du fake. Ouais. Donc, après, ça peut ne pas être intéressant pour votre vente. Madame vend ses chaussures à 200 000, vous les vendez à 140 000. Pourtant, c'est les mêmes chaussures. Vous avez l'impression que vous êtes en train de diminuer pour avoir plus de clients. Mais vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas vendre beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens vont considérer que 140 000 pour 200 000, ils sont habitués peut-être à payer à 200 000 votre cible. La cible que vous agressez est habituée à payer à 200 000. Donc 140 000, on a l'impression que, voilà, il y a trop d'écart. C'est quelque chose qui ne va pas marcher. Or, vous avez descendu le prix pour avoir plus de clientèle. Donc, vous êtes en train de vous positionner juste sur le prix. Vous voyez. Deuxième élément, on parle de proposition de valeur. Proposition de valeur, on va l'expliquer de manière concrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui accompagne la vente de mon produit? Imaginez que moi, aujourd'hui, je vous dis, par exemple, que je vous vends un service. Dans le service, il y a un accompagnement qui va avec. L'accompagnement peut donner de la valeur à mon produit. Or, c'est peut-être quelque chose que je n'achète pas. Je donne un exemple. Je vends un appareil électroménager. Je dis que je viens, je l'installe pour vous. Et je vous donne un suivi, peut-être sur 1 an, si vous avez des problèmes, ainsi de suite. En général, les gens, sur 100 personnes que vous allez avoir, il y a peut-être 2 à 3 personnes qui vont vous appeler pour ce suivi-là. Mais vous voyez, ça donne de la valeur à votre produit. C'est ce qu'on parle de proposition de valeur. Donc, à la base, vous êtes sur un prix de base, mais vous avez donné plus de valeur à votre produit que vous. En leur proposant un service après-vente, par exemple, qui n'est pas facturé, qui est offert. Donc, le client a l'impression qu'il gagne beaucoup de plus avec vous. Il est tranquille, il se dit côté sécurité, c'est bon, mais quelque part, c'est un service que vous n'allez même pas faire réellement. Pourtant, l'entrepreneur n'est pas bête. Oui. D'accord. Pourtant, l'entrepreneur n'est pas bête. Oui. C'est inclus dans le prix. Justement, non, même si ce n'est pas inclus. C'est pas raison pour laquelle il y a d'autres, lorsqu'ils vont vendre, ils vont te dire 6 mois de garantie, 2 mois de garantie, 3 mois de garantie. Ça vous apaise. De manière générale. Je ne veux pas citer le nom de la marque, mais on a un téléphone. Dès que tu achètes, on te dit 1 an de garantie. Vous le savez tous. On ne va pas citer juste pour ne pas faire la promo, mais c'est ça. Tu l'achètes. C'est chose psychologiquement, ça augmente la proposition de valeur du produit. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est déjà facturé, non. Ça ne veut pas dire aussi forcément que vous allez m'appeler. En général, c'est psychologique. On dit, ah, OK, là c'est bon, je suis tranquille quand j'achète ce produit. Donc, vous voyez que la personne a donné plus de valeur à son produit en ajoutant des éléments qui ne sont pas forcément facturables. Sinon, coach, moi, ce n'est pas pour te couper pour payer la parole. Service après-vente, là, des fois, ils mentent. Moi, j'ai acheté un climatiseur un jour, je t'assure. Hein. Le gars, ils ont dit service après-vente. Mais quand il est venu installer, après, quand je l'ai appelé parce que ça a commencé à avoir des défaillances, mais il n'est plus revenu. Chaque fois, c'était pour me baratiner. Oui, je viens, madame. Oui, je viens, madame. Jusqu'au jour, nous sommes des fois un peu. Il faut revoir. Normalement, quand on fait un service après-vente, il faut pouvoir l'assurer. Ouais. Mais c'est un exemple que je vous donne pour vous dire qu'on peut augmenter la valeur de son produit sans forcément facturer des éléments en plus. Oui. Voilà. Donc, si vous vendez un produit, que vous vous rendez compte que ce produit il est beaucoup vendu sur le marché, vous devez trouver quelque chose qui va donner plus de valeur à vos produits. Ouais. Il y a des personnes aujourd'hui qui décident de vendre leurs produits à des entreprises. Ils créent des concepts de vente de masse, par exemple pour le personnel, pour tel produit. Ils rencontrent les directeurs marketing et ainsi de suite.
c'est un produit, par exemple, qui est fait pour le personnel, pour les aider, pour les accompagner. Ils font des réductions virtuelles. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les secrets. Ils font des réductions virtuelles qui permettent à l'entreprise de pouvoir accompagner, par exemple, son personnel. Et puis, bon, vous allez vous rendre compte qu'ils vendent des quantités de masse de produits. D'accord. Voilà. Alors, coach, pour clôturer cette première partie, nous avons parlé tout à l'heure de tout ce qui est inclus dans la réussite d'une entreprise, sauf une petite partie peut-être qu'on a omis jusque-là. Il s'agit là du personnel de l'entreprise quand il s'agit de grandes entreprises. Quelle est la place du personnel d'une entreprise dans sa réussite? Après, on va parler du marketing et de la communication, qui est un élément très important. Aujourd'hui, même les petites entreprises aujourd'hui font de la publicité sur Facebook, font des vidéos, ainsi de suite, parce qu'on se rend compte que le marketing et la communication sont des éléments très, très importants dans la réussite d'une entreprise. Quand vous rentrez dans un supermarché de manière générale, quand vous passez dans les rayons, vous voulez acheter du yaourt. Combien d'entre vous vont regarder le produit, lire sur le produit pour voir les composants qui sont à l'intérieur du yaourt avant de l'acheter? Voilà. Mais il y a beaucoup de marques de yaourt. Donc, en général, on porte l'achat sur ce qu'on connaît. On a vu à la télé, on a entendu parler, il paraît que c'est bon. On va automatiquement, la publicité qui accompagne, on va automatiquement, on prend le yaourt, on met dans son panier, on va l'acheter. Ça, c'est le pouvoir de la communication. Donc, en fonction du produit que j'ai en face de moi, je sais quelle communication qu'il faut, quel canal. Par quel canal il faut que je puisse passer ma communication, ainsi de suite. Voilà pourquoi c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vendent peut-être à Madina, mais je leur conseille de voir des spécialistes. Parce que la communication, ce n'est pas juste faire un spot. La communication a un objectif bien précis. Je peux faire une communication juste pour le côté positionnement de mon produit, juste pour mon côté valeur ajoutée, juste pour mon côté notoriété, ainsi de suite, juste pour mon côté produit. Et en général, on lui dit dans le milieu que on n'achète pas un produit, on achète l'entreprise qui la vend. On n'achète pas un produit, on achète l'entreprise qui la vend. Donc, si aujourd'hui l'entreprise se positionne comme entreprise leader sur un segment, tout ce qu'elle vend marche. Ouais. Donc, c'est très important. Cela est associé au marketing. Le marketing nous permet de déterminer véritablement le besoin du marché. C'est le marketing qui vous permet de faire des études en amont et de pouvoir mieux vendre votre produit parce que vous allez ajouter des caractéristiques, par exemple, que le marché demande, qui n'est pas dans votre produit de masse. C'est le marketing qui va vous dire que votre télévision que vous vendez, vous devez faire 2 mois, 3 mois d'essai ou bien de garantie et ainsi de suite parce que les populations souhaitent ça. Ils sont habitués à acheter des télévisions qui font 3 mois et ça ne marche plus, ainsi de suite. C'est le marketing. Donc, le marketing vous permet de pouvoir trouver véritablement ce que les populations, les potentiels clients recherchent. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'une stratégie, elle n'est pas constante, elle change au fur et à mesure. En fonction du temps. Oui. Les spécialistes vous parlent de théorie des jeux. Ils disent que quand vous faites une stratégie, vos concurrents aussi font une stratégie pour vous contrecarrer. Bien sûr. Donc, c'est de stratégie en stratégie que vous évoluez. Voilà pourquoi le marketing vous permet véritablement de rester toujours à la page. De quels produits ils ont besoin, de quelle valeur ajoutée ils ont besoin, comment faire pour mieux passer le produit. Aujourd'hui, le produit, je le faisais pour les personnes âgées, mais je me rends compte qu'après mon étude, c'est les jeunes qui l'utilisent. OK, si les jeunes l'utilisent, quel canal je vais utiliser? Facebook, RS, c'est plus facile pour eux, ainsi de suite. Je pense que c'est à cause de cette manque de stratégie d'entreprise que beaucoup de sociétés n'ont que de succès, mais pas de réussite. Parce que ces personnes misent beaucoup plus sur un produit que de miser sur la réussite de l'entreprise dans le temps. Mais je te laisse poursuivre. Oui, au fait, aujourd'hui, vous pouvez avoir plusieurs produits, mais vous pouvez avoir des produits phares. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que c'est toute une stratégie qui se fait autour du positionnement de votre entreprise. Aujourd'hui, votre produit phare là, peut marcher, mais demain, il peut ne plus marcher. Voilà pourquoi la communication se fait avec la notoriété de l'entreprise, son positionnement, de telle sorte que même si mon produit phare d'aujourd'hui ne marche pas, mes autres produits peuvent au moins soutenir l'avancée de mon entreprise. Mais c'est ça, on a du mal en fait à voir ces genres de produits phares avec les startups. Donc, dans les grandes sociétés, elle a parlé tout à l'heure que la société peut se baser sur un produit et puis après, en fait, elle n'arrive pas à émerger. Moi, je dirais que tout simplement que c'est parce que, en fait, on veut tous vendre la même chose. C'est pourquoi, au début, je me suis basée, en fait, sur la vente des marchandises. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester quand même sans dire que la concurrence est rude sur le marché. Donc, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut tellement se renseigner, avoir des informations clés et puis aussi faire l'étude générale du marché.
Voilà, comme on le dit que l'innovation dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est une manière de te conduire au succès de ton entreprise. Il faut toujours innover. C'est ce conseil que moi, je peux donner à presque à tous ces commerçants et puis aux jeunes aussi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Parfait. Il faut se renseigner. On se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on a vu son ami en train de vendre les mèches. Moi, je me dis, en fait, les gens qui vendent des habits, des mèches et tout, ils peuvent être des entrepreneurs, mais c'est juste des débutants. Les grands entrepreneurs aujourd'hui, c'est des gens qui se lancent dans quelque chose, en fait, d'abord avec de l'ambition. Un entrepreneur, on le reconnaît par l'ambition, c'est-à-dire par ses rêves, ses objectifs. Donc, à travers ses rêves, c'est dans ça tu peux reconnaître réellement ce que cette personne a de l'évolution ou bien a une réussite dans un domaine précis. D'accord. J'ai l'impression. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle d'innovation, on pense que c'est un nouveau produit. Non. L'innovation, ce n'est pas forcément des nouveaux produits. Je peux être sur un marché où les personnes vendent les mêmes choses, mais en termes d'innovation, j'apporte une valeur ajoutée sur le mon même produit, Ça, je suis sur le d'accord. même produit Ça, je suis pour d'accord. pouvoir le vendre. Oui. Tout ça, ça fait partie de l'innovation. Donc, aujourd'hui, si vous vous rendez compte que les personnes vendent plus ou moins les mêmes choses, c'est parce que ces choses-là sont un peu comme des niches. C'est ce qui marche, c'est ce qui tourne. Voilà. Donc, si c'est dans cela que vous voulez rentrer, donnez plus de valeur à votre produit. Donc, on parle de proposition de valeur. Apporter du nouveau. Apporter du Au nouveau produit. sur le produit de base. Ouais, le Ou même changer qu'on sa utilise. manière de Voilà, vente. effectivement. Oui. Donc, l'innovation, ce n'est pas forcément tout ce qui est nouveau. D'accord. Voilà. Ça aussi, il faut le retenir parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle d'innovation, il faut emmener quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Ouais. Si vous arrivez à trouver cela, c'est une bonne chose. D'accord. Mais si vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez trouver des produits qui sont là. Alors. Et vous pouvez trouver une autre manière de pouvoir les vendre plus facilement. Ok, coach, Pour là, terminer je rapidement, pense qu'on doit- une dernière question. Alors, tiens, Voilà, donc je voulais poser la question sur la vente en ligne. D'accord. parfait. Voilà, peut-être après on peut en faire une thématique. Mais aujourd'hui, je veux juste une petite en fait parenthèse là-dessus. Quelle est la différence entre les boutiques? Parce que moi, je vais dire l'entrepreneuriat réel, l'entrepreneuriat virtuel, qui est directement où je fais allusion directement à la vente en ligne, et les boutiques ou dans le marché qu'on voit sur le terrain. Mais aujourd'hui, il faut dire que le développement de la vente en ligne a été accéléré par le développement de l'Internet de manière générale. Donc, l'accès facile. Aujourd'hui, je suis une boutique, je suis à Conakry, mais je peux vendre à Zéré Corée, par exemple, si elle fait de la vente en ligne. Et aujourd'hui, il faut le dire que la plupart des boutiques physiques qu'on voit font aussi de la vente en ligne. Oui. Je vous raconte quelque chose rapidement. J'ai un ami qui est allé au Cambodge il n'y a pas très longtemps. Et il était émerveillé par les jeunes filles étudiantes au Cambodge. Il est arrivé dans le centre commercial. Les filles là viennent et s'asseyent dans les boutiques des dames. Elles n'ont pas de produits. Elles viennent, madame, on veut vendre vos produits. Elles ne prennent pas les produits pour entrer à la maison. Elles prennent un échantillon de chaque produit que vous avez dans la boutique. Elles s'asseyent juste à côté de votre boutique. Elles font un live. Et elles vendent vos produits en direct, en live. Les motards vont déposer. Elles se font leur marge là maintenant et puis elles rentrent chez elles à la maison. c'est super. Wow. Vous voyez? C'est cool. Oui. Donc ça, c'est des cas que les gens font ailleurs. Ouais. Sans avoir besoin d'avoir un magasin. Sans D'avoir avoir un besoin fonds de d'avoir départ. Un fonds de départ, Ouais. ainsi de suite. Mais aussi, il y a combien de boutiques, combien de PDG d'une boutique de vêtements ou autre qui peuvent accepter en fait cela? Comme je disais, nous sommes pris par le temps. Et là, en grosso modo, tu vas nous résumer ces facteurs essentiels pour la réussite d'une entreprise. Mais je voudrais vraiment que tu apportes un mot par rapport à ma dernière question. La place du personnel dans la réussite d'une entreprise. Aujourd'hui, on parle plutôt de capital humain et on sait qu'on ne peut rien faire sans les hommes. Quand vous décidez de pouvoir faire votre entreprise, vous mettez de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent là qui va faire votre entreprise. C'est les personnes qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Voilà pourquoi on disait plus haut que vous devez leur communiquer votre vision. Vous devez leur donner une parcelle de pouvoir pour leur permettre d'exécuter les tâches sans que vous ne soyez présent. C'est-à-dire responsabiliser le personnel. Responsabiliser. Si vous ne responsabilisez le personnel, vous avez des problèmes de gestion. Ça, je vous le dis. Ouais. Un cas pratique sur lequel on a travaillé, c'était un cas qui était dans un pays, parce qu'on est dans un réseau, on partage les problèmes plus ou moins. Le monsieur a créé son entreprise. Il était le PDG de l'entreprise. Il travaille avec beaucoup de personnes, mais il était très présent dans l'entreprise pendant 10 ans. Ce qui fait qu'il n'a donné aucune parcelle de pouvoir, aucune responsabilité au staff avec lequel il travaillait. Il était le seul à décider. Après 10 ans, il était un peu fatigué. 10 ans dans la vie de quelqu'un, c'est beaucoup. Ouais. Donc, il a commencé à vieillir et ainsi de suite. Il n'avait pas forcément la même manière de réfléchir. Son entreprise a
chuter. a chuté. Ouais, ça, c'est Jusqu'à clair. disparaître. Ouais. Parce qu'il n'a pas pu créer des leaders au sein de son entreprise. En général, quand vous êtes en bonne santé, vous dites que je peux tout faire, c'est moi, j'ai mis mon argent, Mais même c'est si moi tu es qui en dois bonne la santé, gérer. bon, parce que tu ne peux pas supporter toutes ces charges seul. Il Oui. faudrait que tu... Oui. dispatches. Effectivement, mais c'est ce que les chefs Fasses un d'entreprise en dispatching. général, ils ne font pas. Ils se disent qu'ils ont mis leur argent, ils sont les seuls à décider. Ouais. Même pour pouvoir faire sortir quelque chose de l'entreprise, il faut leur OK. Ouais. Même un sac, il faut leur OK. Ouais. Mais après 10 ans, voilà pourquoi c'est difficile en Afrique de pouvoir bâtir des empires. Parce que les gens se disent que c'est ma chose, il faut que je la gère. Ailleurs, on vous transmet des responsabilités et on vous dit voilà votre cadre dans lequel. Et l'entreprise vit de génération en Bien sûr, génération. vous n'avez pas besoin d'appeler votre patron chaque minute pour lui demander de valider juste un petit élément qui fait 500 000 valider la paye parce des- que des- vous avez des des responsabilités employés, ouais. jusqu'à tel montant. Et on vous fixe des objectifs. Avec les objectifs, vous les exécutez. Ouais, donc ça, c'est vraiment très important. On ne peut réussir dans une entreprise qu'avec le personnel. D'accord. Et les gens ont l'habitude de dire que quand on est seul, on va vite, mais quand on est plusieurs, on va loin. On va très loin. Donc, si on ne travaille pas avec le personnel, on ne travaille pas avec des personnes, c'est impossible de bâtir un empire. Bien sûr. Alors, coach l'a si bien dit, quand on est seul, on va vite, mais quand on est en groupe, on va encore plus loin. N'oubliez pas, toute personne est apte à être entrepreneur. Il ne faudrait pas te dire que, ouais, parce que moi, je n'ai pas fait de longues études, que je ne peux pas être entrepreneur. Non, c'est archi faux. Il faudrait juste avoir les bases d'un bon entrepreneur et puis ça peut aller. Nous sommes sur ce plateau avec le coach Light, avec la thématique quels sont les facteurs clés de la réussite d'une entreprise. Alors, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook, le groupe Kavi Media ou Kavi TV. Nous allons partir avec la confession intime de ce soir, juste après le jingle. C'est encore la même team Chic Choc avec pour slogan Zéro complexe. C'est parti pour la confession intime de ce soir. Un anonyme qui nous a écrit depuis le Sénégal. Maradi, vas-y. Et voilà, aujourd'hui, c'est du côté du Sénégal. On nous a envoyé ce message. On a un monsieur qui a perdu la confiance, l'amour de sa femme parce qu'il est tombé amoureux de sa voisine. À chaque fois qu'il voyait sa voisine, il bandait. Il ne savait pas ce qu'il arrivait. Il voulait coûte que coûte faire l'amour à sa voisine. Et là, un jour, vu que la voisine passait tout le temps à la maison pour regarder les séries novelas et tout, la dame est partie à la maison. Ça trouvait que madame n'était pas à la maison. Directement, il pouvait pas, c'était plus fort que lui. À chaque fois qu'il est couché, même quand il faisait l'amour à sa propre femme, il ne pensait qu'à sa voisine. Oui, c'est fort. Et là, madame est sortie, bizarrement, et la voisine est rentrée à la maison. Il ne pouvait pas s'en passer. Il a bandé, il ne pouvait pas, il a embrassé sa voisine. Directement, ils ont fait l'amour. Et la dame est rentrée. Et sa femme, vous savez que les femmes sont intelligentes. Sa femme a soupçonné, elle est restée dans son silence et tout. Elle a fait comme si rien n'était. Elle avait mis son téléphone sur écoute. Et là, tout ce qui se passait entre la voisine et le monsieur, la femme était à l'écoute de tout. Un bon moment, elle a su la vérité et elle est partie. Elle a dit à son mari que ça va. Elle ne voulait plus de ce dernier. Et là, il ne fait que l'appeler, il écrit. À chaque fois que ce dernier l'appelle, monsieur l'appelle, elle disait à monsieur qu'elle ne voulait plus de ce dernier. Quand la maman appelle, elle dit je vais revenir dans mon foyer. Donc, monsieur demande nos conseils, qu'il a vraiment envie que sa femme lui revienne. Par son obsession, sa femme est partie. Alors, monsieur, en plus, moi, la partie qui m'a le plus énervée, c'est quand tu fais l'amour à ta femme, tu penses directement à ta voisine. Je ne sais pas si c'est parce que la voisine, elle est potélée. Vous savez, les hommes, vous êtes des inconnus connus. Tout ce que vous voyez, vous avez envie de découvrir cela. Maintenant, tu as découvert, tu t'es mis dans les problèmes. Qui sait? En plus, il y a un point que j'ai oublié. Il a dit que sa femme était douce, elle était gentille. Laissez tomber ça. Elle répondait à tous les critères. Et voilà, on ne sait pas ce que tu es allé chercher. Et là, tu t'es mis dans les problèmes. Ça se passe dans la tête. Tu fais l'amour à ta femme, celle que tu aimes, celle avec qui tu as partagé tout. En lui faisant l'amour, tu te permets de penser à une autre personne. Moi, quand je me mets à la place de ta femme, aurait été moi, j'allais faire la même chose. Partir et ne plus revenir. Et là, franchement, l'eau est versée. C'est ton épouse. Il faut continuer à demander pardon. Alors, Maradi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a qu'à continuer à l'appeler. C'est son épouse. À demander pardon. Vu qu'il a dit dans une partie de son message que sa maman appelle la dame. Vu que la dame peut avoir honte de sa belle-mère. Et puis, elle va revenir. Continue à l'appeler parce que c'est toi qui as tort. Donc, il faut continuer à l'appeler. Ce que tu as fait là, c'est pas faisable, franchement. Coach?
Ah, c'est vraiment délicat, ça. Mais c'est des choses qui, je veux dire, qui arrivent dans beaucoup de situations. Hein. Vous savez qu'il n'a pas pu maîtriser ses émotions. Sinon, il pouvait, non? En tant qu'homme, il pouvait, non? Coach, il pouvait, non? Il le devait. Voilà. Il le devait. Il pouvait. Il faut utiliser le verbe. Je ne peux pas dire qu'il le devait. Non, il pouvait. D'accord. Maintenant, je pense que, comme elle a eu à le dire, hein, il faut qu'il puisse peut-être mettre la famille là-dedans pour que la dame ait une pression peut-être psychologique pour peut-être accepter de revenir encore avec lui. Sinon, elle est sous le choc. C'est pas facile. Surtout que la personne est proche d'elle. Oui. Donc, la voisine directe, c'est pas facile pour la femme. Ouais. Donc, il continue de demander pardon et qu'il mette des parents, des personnes que sa femme a l'habitude d'écouter. Des personnes de ressources autour d'elle pour lui parler, pour qu'elle puisse accepter. De toute façon, on sait que les femmes, elles sont très fortes. Voilà, elles ont la capacité de pouvoir pardonner des choses impardonnables. Ouais. Ça, on le sait. Seules les femmes ont ce secret-là. L'homme n'y peut pas. Ça, c'est clair. Mais qu'il trouve des personnes ressources vraiment pour demander pardon à madame. Pour plaider pour lui. Matou. Bon, là, c'est la tentation. Hein? C'est le diable. Bon, souvent, quand tu fouilles, c'est des voisines qui sont tout le temps devant ta porte en demandant le sel, le piment, tout. Ma voisine, il n'y a pas ça chez toi. Bon, bref. Mais en tout cas, ça fait hyper mal. Pourquoi venir regarder même télé sur ta voisine? En tout cas. Et puis novelas. 21e siècle. Vas-y. 2024. Continue. Oh, c'est pas facile. Donc, c'est vraiment difficile. Et puis, comme le coach a dit, c'est une situation vraiment délicate. Et là, on se demande qu'est-ce qu'il peut faire pour renvoyer encore sa femme à la maison. Mais moi, je veux dire, en fait, c'est de lui laisser le temps. Parce que c'est pas du tout facile de se remettre de ce genre de choses. Et puis, surtout, ta voisine, vous êtes dans la même cour. Et souvent, les voisines, quand ça se passe comme ça, tu ne peux plus respirer avec elle. Donc, la seule chose que tu dois faire, monsieur X, c'est de lui donner le temps pour qu'elle puisse digérer tout ça. Parce que revenir encore à la maison, c'est une honte pour elle. Parce qu'il faut se mettre à sa place. Voilà, donc c'est quelque chose qui arrive, c'est le diable, comme vous le dites tout le temps les hommes. Voilà, c'est la tentation, mais en tout cas, laissez-lui le temps et pouvoir digérer. Je me demande quand est-ce que le diable là va laisser les hommes. Ce fameux diable. Alors, Matou, je pense que c'est clair et limpide tout ce que vous venez de dire. C'est une situation extrêmement complexe et ambiguë. Mais je pense que la meilleure solution, c'est de continuer à demander pardon à la dame. Tu n'as que ça à faire. Peut-être pour stratégie, moi, je vais juste te dire d'essayer d'abord de déménager de là où tu es. Parce que le fait d'être proche encore de la voisine, même si ta femme a la volonté de revenir, elle ne le fera pas. Parce que ce traumatisme que tu as provoqué en elle, je vais te dire que ça lui travaille beaucoup l'esprit. Donc, elle a besoin de temps, elle a besoin d'espace pour pouvoir digérer tout ce que tu lui as infligé. Donc, commence par déménager de là où tu es d'abord. Et le coach l'a dit, il faut chercher des personnes ressources, des personnes capables en tout cas de demander pardon à ta femme et qu'elle accepte. Tu as dit que ta maman mène le combat pour toi. Donc, que ta maman ne se fatigue pas, qu'elle continue. Et si elle a sa maman qui vit aussi, continue à demander pardon parce que vraiment là, tu as tapé poteau, tu as merdé. Voilà. Donc, Monsieur X, depuis le Sénégal, continue à demander pardon à madame et on espère qu'elle reviendra à de bons sentiments. Merci de faire confiance à la team entre elles. Vous pouvez faire comme Monsieur X depuis le Sénégal. Balancez-nous vos confessions intimes sur la page Kavi TV ou le groupe Kavi Media. Et nous, on se fera le plaisir de partager votre histoire sur ce plateau et évidemment de vous donner des pistes de solutions et des conseils, bien sûr. C'est parti pour la troisième et dernière partie de cette émission, la rubrique « Tout est permis ». De retour sur le plateau d'entre elles pour ce dernier virage avant de fermer portes et fenêtres de ce numéro. C'est parti pour la rubrique « Tout est permis » de ce soir. J'espère que les enfants sont allés dodo parce que les grands ont des choses à se dire. Et le « Tout est permis » de ce soir, Matou va nous l'évoquer. Bon, comme tu l'as dit, Ndeye, le « Tout est permis » de ce soir, c'est à quel moment doit-on présenter notre partenaire à notre entourage? D'accord, lance-toi. Bon, moi je dirais c'est d'abord il faut être sûr de l'homme. Il faut que l'homme te rassure à 100% que quand tu
le présentes à la famille ou à ton entourage, tu n'auras pas honte en fait quoi. Parce qu'il faut pas aussi venir avec quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Voilà, venir juste parce que tu l'aimes. En fait, c'est l'amour qui prime. Non, je suis désolée. Tout ce qui est fiançailles, tout ce qui est mariage, il y a plusieurs règles à respecter. Et puis, ça rentre aussi dans plein de choses, de plein de facteurs. Donc, il faut être sûr à 100% et savoir que la personne n'est pas là pour te tromper et n'est pas là juste à un moment donné. Et puis après, je sais pas, voilà, pour te blaguer. Voilà, donc ça. Et aussi, avoir l'avis de ton entourage avant de présenter, de l'envoyer à la maison. Okay. Voilà, quand je dis entourage, souvent on a des sœurs, des cousines, des cousins surtout. Ah, mais je pense que c'est ce que le tout détermine nous demande. À quel moment présenter ça là, même à tes sœurs. Voilà. Donc, non, tu sais, souvent, quand on présente à ses sœurs, tes sœurs peuvent savoir. Mais la grande famille, tout ça, c'est autre chose. Non, mais je pense que le tout est permis de son entourage ou bien ça. Oui, son entourage. Voilà. Bon, dans son entourage, oui, ça dépend en fait. Okay. Moi, je veux en fait globaliser. Voilà, la famille et tes sœurs ou tes cousins. Voilà, maintenant, moi, par tes sœurs, quand même, on peut commencer. Et maintenant, la famille, il faut prendre du temps. D'accord. Sincèrement. C'est ça que je peux dire. Ok. Coach? Moi, je dirais que c'est quelque chose de plus ou moins normal, mais il faut le faire au bon moment. Moi, le bon moment, c'est quand vous le sentez. Il n'y a pas de timing en termes de temps, en termes de... Non. C'est des choses qui se ressentent. Voilà. Et quand ça se ressent, bon, on peut y aller, il n'y a pas de souci. D'accord. Quand on sent vraiment que notre partenaire, c'est la bonne, je crois qu'il répond à tous les critères, il est là. Et dès que tu as déjà préparé ta famille et tout, tu as parlé de lui à ta famille, tu lui as parlé de ta famille, eh bien, je vois que ça va. C'est le bon moment d'aller faire la présentation. Okay. Tu vas directement, tu parles de lui à tes soeurs, ta maman, tes tantes et tout. Ok. Moi, je pense que personnellement, il faut être sûr de son amour pour cette personne et sûr de l'amour de cette personne aussi pour toi. Parce que ça ne sert à rien d'aller présenter quelqu'un à ton entourage et qu'après 2 jours, 3 jours, une semaine après, on ne te voit plus avec la personne. C'est pour te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et que toi, tu te rends compte que cette personne n'était pas la bonne. C'était une fausse personne, c'était un VI. Donc, moi, je me dis, il faut prendre en tout cas le maximum de temps qu'il te faut. En tout cas, si tu veux le présenter à tes parents, parce que moi, je ne voudrais vraiment pas avoir la honte là dans la famille. Ah, on me dit, tu as amené Paul. Ah, toi, chaque fois, c'est Paul, demain c'est Pierre, après demain c'est Joseph, toi aussi. Donc, prenons vraiment le temps pour des personnes que nous allons présenter à nos parents, à notre entourage, à nos soeurs. Prenons le temps de bien étudier ces personnes. Sur ce, c'était la team Fofol, la team Chichok, la team Disjoncté, dans l'émission la plus enjaillée, dans le talk show le plus en vogue, le plus suivi, parce que c'est l'émission suivie par Vladimir Poutine. On est en contact, que ça ne vous fasse pas rire. Chers téléspectateurs, c'était tout pour le numéro Entre elles de ce soir. Cette émission qui avait pour thématique quels sont les facteurs clés de la réussite d'une entreprise. L'unique coach de cette émission, Entre elles, bien sûr, est revenu sur les facteurs essentiels et les facteurs sans lesquels une entreprise ne peut réussir. Et j'espère que cela vous servira vraiment à bâtir votre empire, à bâtir votre entreprise, mais aussi à ces start-upers de bien évoluer dans les domaines dans lesquels ils se sont lancés. C'est parti et vous aurez la deuxième partie de cette émission, bien sûr. Si nous avons parlé aujourd'hui des facteurs qui aident une entreprise à réussir à atteindre ses objectifs, mais je pense que dans la partie 2, nous allons parler des facteurs qui freinent l'évolution, les difficultés, les obstacles. Les difficultés, les obstacles qui freinent, les conditions en tout cas qui freinent l'évolution ou la réussite d'une entreprise. Ça sera dans la partie 2 avec le coach Light, bien sûr. Vous avez sans doute remarqué un changement côté visage sur ce plateau. Eh bien, ce sont les doigts magiques de notre fée Zainab Silla du salon Idéal Beauté Sizayimbaya Kankarifou qui a fait le bara sur notre visage ce soir. Eh bien, ma grande, nous sommes où? Merci. Et c'est désormais le sponsor officiel d'entre elles, côté beauté. Moi, je vous dis bye bye et on se retrouve vendredi prochain à la même heure avec un invité surprise, avec une thématique aussi alléchante que pour ce soir. Parce que l'invité de la semaine prochaine, là, aussi n'a pas froid aux yeux. Hein? Je vous laisse l'eau à la bouche. À vendredi prochain. Bye bye. Bye bye. Au revoir.